Bonjour à tous, bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, on reçoit le patrouilleur senior de la MRC de Dautrey, Maxime Giroux. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. On va commencer, dans le fond, aujourd'hui, notre but, c'est de mieux comprendre la patrouille verte de la MRC, c'est quoi ses objectifs, puis aussi mieux comprendre le compostage, le recyclage, tout ce qui entoure le travail de la patrouille verte. Donc, on va commencer ça facilement. Tu pourrais-tu juste un peu me parler de toi, t'introduire? Bien sûr. Simplement, je suis arrivé ici il y a 2 ans dans la région. Je suis maintenant à Saint-Cléophas-de-Brandon. Et je suis maintenant conseiller municipal pour la ville de Saint-Cléophas, fièrement. Et aussi, je suis de formation, je suis sociologue. J'exerce le boulot de patrouilleur vert depuis maintenant deux beaux mois. OK. Alors, c'est ce que je fais. Donc, sociologue, conseiller municipal et maintenant patrouilleur vert senior, comme tu l'as bien mentionné. Pourquoi patrouilleur senior pour le fun? Patrouilleur senior, bon, l'expérience d'un patrouilleur à la base, c'est une expérience d'équipe. Donc, dans l'équipe, j'ai une position qui est celle d'un coordonnateur, de formateur. Donc, c'est pour ça que je suis senior. Je ne suis pas le plus vieux en tant que tel, mais c'est en raison du rôle que je tiens dans la patrouille, entre autres, celui de représenter le message de la MRC ici, avec toi. OK. Donc, on va y aller vraiment dans le vif du sujet. Oui. Ça ressemble à quoi le quotidien d'un patrouilleur vert? Ça ressemble à beaucoup de doses de soleil. On est toujours en fait à l'extérieur au quotidien. Présentement, c'est un temps de sécheresse, un temps de canicule, donc on est toujours au soleil. On a besoin d'être bien armé. Toujours un bon chapeau. Le travail d'un patrouilleur, essentiellement, ce qu'on fait, surtout, c'est du porte-à-porte. Okay. Donc, on va à la rencontre du citoyen pour essayer de répondre à leurs questions par rapport aux différentes formes, en fait, tous les sujets qui concernent la gestion des matières résiduelles, on va les rencontrer pour leur en parler, mais essentiellement, présentement, puisqu'on implante le bac brun dans plusieurs municipalités, on va leur parler essentiellement de la collecte du bac brun. On va faire de la sensibilisation, de l'éducation populaire, on essaie de répondre aux interrogations et on essaie surtout, notre but, c'est d'outiller le citoyen à pouvoir avoir des comportements plus éco-responsables. Okay. C'est un peu ce qu'on fait. Donc, au quotidien, du porte-à-porte. On fait aussi du suivi de collecte. Donc, on va vérifier le matin très tôt, comme ce matin, où je me suis levé à 4 heures du matin. Alors, pour aller faire justement le suivi de collecte, pour aller voir ce qui est réellement mis dans les bacs. Que ça a l'air? La mesure vient juste d'être implantée dans 5 des municipalités de notre MRC. Donc, c'est une nouvelle habitude à développer. On voit qu'à date, la participation n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait peut-être souhaité, espéré. Il y a encore quelques contaminants. Par exemple, les gens utilisent toujours des sacs biodégradables et compostables qui ne sont pas acceptés dans la collecte du bac brun parce que ces sacs-là sont des sacs de plastique en tant que tels qui ne se dégradent ni se décomposent pas réellement. En fait, ils font juste s'effriter. C'est des membranes qui font en sorte que le plastique, lui, reste, mais il se disperse un peu partout dans l'environnement. Donc, c'est pas accepté. C'est pas une bonne solution. En fait, c'est une très mauvaise solution. Donc, il y a encore beaucoup de sacs de plastique de ce genre parce que les citoyens n'étaient pas trop au courant. Donc, on va les rencontrer et on leur parle, entre autres, de cette problématique-là. Donc, il y a encore beaucoup de sacs, mais les gens commencent à s'y mettre. Il y a des gens très motivés et on le voit dans leur bac. D'autres qui vont un petit peu à tâtons. Mais on est là justement pour les aider tranquillement, progressivement à améliorer leurs pratiques et donc faire de la sensibilisation. Ouais. D'accord. Donc, essentiellement, c'est recyclage, mais surtout compostage qui est abordé dans vos discussions avec les citoyens. Bien, pour l'instant, étant donné que c'est une nouvelle habitude, une nouvelle pratique, c'est essentiellement sur ce sujet qu'on se concentre. Mais on aborde largement la gestion de toutes les matières résiduelles. Donc, on parle des 3 collectes, bien sûr, mais on parle aussi des écocentres et des centres de dépôt. On parle plus globalement, donc, de tout ce qui concerne les ordures, les déchets, mais on se concentre pour le bac brun, pour essayer de sensibiliser et d'essayer de faire bien comprendre aux citoyens les règles à suivre pour pouvoir faire un tri optimal à la source pour le compost. OK. Puis vous m'avez parlé du fait qu'il y a 5 nouvelles municipalités qui viennent d'implanter le compostage. Quelles sont-elles? Elles sont la Valtrie, la Noret, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert et Saint-Ignace de Loyola.
Donc, c'est ces municipalités-là que vous vous concentrez présentement à travailler. Essentiellement. Essentiellement, on a fait une intervention à Ville-Saint-Gabriel et c'est tout. Sinon, à date, on est presque toujours à la Valtrie, la Noret. Beaucoup, on est concentré là-dessus parce qu'ils viennent de le recevoir, le bac. OK. Donc, là, notre intervention se situe là. Mais Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Hubert également. On ne les délaisse pas, Saint-Ignace non plus. On est présent là où on a besoin de nous, en fait. Parfait. Puis, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon patrouilleur? Il y en a plusieurs. Déjà, évidemment, puisqu'on fait un travail écolo, on s'entend, on fait de la sensibilisation verte, c'est sûr que d'avoir déjà une bonne connaissance des enjeux environnementaux, c'est un plus, c'est nécessaire. Donc, une certaine connaissance biologique, comment fonctionne le compost, par exemple. Mais comprendre un petit peu globalement les enjeux environnementaux, ça donne plus de sens déjà à notre pratique. Bien sûr, on fait du service aux citoyens. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Donc, ça prend de la sollicitude, de la bienveillance, de l'écoute. Il faut être capable de se mettre à la place du citoyen, comprendre ses peurs, ses craintes. Donc, vraiment, en fait, faire une démarche en sociologie, on appelle de faire de la sociologie compréhensive, de se mettre à la place de l'acteur et essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui l'habite. Donc, quand on rencontre quelqu'un, on essaie de s'adapter à lui au lieu de lui imposer quelque chose parce que on rencontre des citoyens très différents. Donc, on peut rencontrer une madame qui a des problèmes de mobilité. Bien, ce qu'on va lui dire, ça va être très différent de quelqu'un qui a 4 ou 5 enfants dans un logement au 5e étage. Ce n'est pas du tout les mêmes situations, donc on s'adapte. D'être capable de lire la situation, c'est important. Il faut être capable de résister au soleil, à la chaleur. Il faut être capable de faire du bon travail d'équipe, mais ça va déjà bien avec l'esprit d'écoute, de compréhension de l'autre. Ça prend une certaine verve, une certaine capacité d'argumentation, parce qu'il y a des choses, des fois, qui méritent d'être expliquées de différentes manières. Chacun a son propre niveau de langage, donc il faut s'adapter aussi au niveau de langage de chacun des citoyens. Donc, être conscient, en fait, de la personne qui est devant nous le plus possible, c'est vraiment un atout pour le patrouilleur. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Aussi, il faut être capable de se distancier de ses propres valeurs des fois, de ses propres idées, de ses propres partis pris. Parce que des fois, on peut être confronté à certains propos, certaines idées, des fois un petit peu déstabilisantes, dérangeantes. Et on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour culpabiliser, on n'est pas là pour moraliser. Donc, il y a des fois où on entend des choses, par exemple, il y a des gens qui vont le dire clairement qu'ils ne se soucient pas du tout de la planète et qui s'en foutent des générations futures. Bien, quand on reçoit ce propos-là... Ça peut choquer au premier abord. Au premier abord. Donc, il faut avoir une certaine retenue de ce côté-là, puis d'être capable d'être diplomate, d'une certaine manière, je le dirais comme ça. Parce que le but, c'est d'être là pour le citoyen. Et si on est là à juger le citoyen, on ne sera pas là pour lui donner les outils dont il a besoin au moment où il en aura besoin. Et de toute façon, ça se peut que ce soit aussi un peu du temps perdu parce qu'on n'aura pas nécessairement raison à la fin de la discussion. Absolument, absolument. Puis nous, notre but, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas de les convaincre non plus de l'urgence d'agir en tant que tel. C'est sûr qu'on a des incitatifs, c'est sûr qu'on a un agenda clair, mais notre but, c'est pas de les convaincre de l'urgence des changements climatiques ou de l'existence de la réalité de ces changements-là et des problèmes qui y sont liés. Notre but, c'est pas ça. C'est de leur offrir les moyens d'être plus éco-responsables dans leur pratique s'ils le veulent, s'ils le sentent. Donc, c'est à eux, c'est en fonction de leurs valeurs qu'ils vont le faire ou non, mais nous, on va essayer d'être là pour leur donner les outils, les instruments, les emmener à comprendre le fonctionnement, essentiellement. Depuis tout à l'heure, on parle d'équipe, Oui. on parle que vous n'êtes pas seul à faire ce travail-là. Non. Vous êtes combien dans votre équipe? En tant que tel, l'équipe de patrouilleurs est composée de 4 patrouilleurs. On a Samuel, Charles et Charles-Étienne. Et on a également quelqu'un de très important aussi qui coordonne cette patrouille. Moi, j'en fais un petit peu partie là, dans la coordination, mais surtout,
Karine Saucier, bien sûr, l'agente de communication qui nous coordonne. Qui a déjà été patrouilleuse. Qui a déjà été patrouilleuse pendant 2 ans. Tu as déjà patrouillé avec elle, oui. en fait, c'est ça. Donc, Karine, merveilleuse Karine, qui nous coordonne très bien. Donc, ça fait une équipe de 5, plus, on peut dire, le département Guy Fradette, qui est le directeur du service de l'environnement de la MRC de Dautré. D'accord. Et récemment, j'ai entendu parler que la patrouille avait un peu évolué technologiquement. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des outils qui vous ont été proposés pour faire la patrouille cette année? Cette année, l'outil essentiel, bien sûr, c'est notre tablette. Ici, notre tablette, un peu sale, bien sûr, parce qu'on l'utilise au quotidien constamment, dans des contextes des fois salissants. Donc, on a une tablette et on a un logiciel qui s'appelle Gmap, qui, en fait, géolocalise chacune des adresses. Okay. Sur une map. Et nous, on va rencontrer chacun des citoyens. On doit appuyer sur un bouton qui correspond à la maison où on se trouve. Et là, va s'ouvrir un sondage. Et nous, en fait, ce qu'on fait, on pourrait dire qu'on a une double mission, à la fois d'informer, mais aussi de collecter de l'information. C'est un peu notre double mission. Donc, on pose des questions et après, on doit remplir tout ça avec notre pad. Question d'essayer vraiment de palper le pouls de l'opinion de la population. Donc, ça, c'est vraiment notre outil le plus important, savoir où on est avec c'est un peu comme un Google Maps, là, vraiment très efficace de ce côté-là. L'autre outil, disons, plus archaïque, mais tout aussi efficace, c'est notre calendrier. Le fameux calendrier. Le fameux calendrier qui contient une magnifique partie ici, en arrière, sur la gestion des matières résiduelles, qui est extraordinaire parce que pour nous, ça nous aide beaucoup à travailler, ça structure une part de notre discours, mais en fait, c'est que beaucoup des informations qu'on a à livrer aux citoyens se retrouvent là-dedans. Bien sûr, dans ce magnifique document. Donc, toutes les questions des endroits où mener certains des objets, comme dans les organismes communautaires, les écocentres, les centres de dépôt, et aussi répondre à certaines des craintes que beaucoup des citoyens ont par rapport aux verres blancs et aux odeurs. Ah oui. Donc là, ici, on a plein de bons trucs. Je peux vous le dire, c'est la page numéro 5, là, tellement importante, parce qu'on a beaucoup de questions sur les verres blancs et les odeurs et surtout comment les contrer. On y reviendra. On y reviendra, absolument. Donc, c'est les 2 gros outils les plus essentiels. Et le chapeau. Et vraiment. Le bac aussi? Et le bac, mais le bac, on ne le traîne pas au quotidien. On a commencé à le traîner au départ, puis finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Non. Les citoyens en ont un bac. C'est juste que... Il est servi avec le bac brun, hein? Oui, exactement. Il est mis à l'intérieur et dans la majorité des municipalités, qui ont reçu le bac brun, il se trouvait également un aide-mémoire. Si vous avez aimanté, si vous avez bien compris, avec le sens de l'observation, c'est la même chose. Ici. Voilà. Donc, qui peut être très pratique pour donner de l'information très rapide, en fait. Okay. Donc, c'est pas mal notre arsenal et l'automobile, quand même, hein? Parce qu'on se déplace beaucoup. Donc, il faut une automobile. D'accord. Et bon, on y revient déjà. Deux questions. Premièrement, c'est quoi les mythes que vous devez déboulonner pendant votre travail? Les odeurs, les verres blancs, c'est pas nécessairement un mythe parce que ça existe. Oui. Ça, c'est une question qui est plus fréquemment posée, je dirais. Oui. Mais il y a une dimension mythique, quand même. OK. Par exemple, beaucoup de gens qui ont peur des vers ont l'impression que les vers naissent de la viande jetée dans le bac. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est l'idée de la génération spontanée. Les gens comprennent pas, puis on peut comprendre, hein, le monde est complexe, on n'est pas tous des biologistes. Les gens ne comprennent pas que, au fond, c'est des mouches qui vont pondre dans le bac près de la viande. Parce qu'ils sentent l'odeur et ils se disent que leurs petites progénitures auront de la viande, auront de la nourriture pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir se nourrir quand ils vont naître. Donc, c'est pas la viande en tant que telle qui fait naître les vers, c'est les vers qui sont pondus par des mouches qui vont là. Donc, les gens ont l'impression qu'en mettant cette matière-là, inévitablement, la matière va générer des vers. Ce qui n'est pas vrai. Il faut qu'une mouche y ait accès. Moi, je pensais que c'était simplement des petits vers qui allaient s'insérer dans le bac. Fait que moi non plus, j'étais pas au courant de comment ça fonctionnait. C'est pour ça que je disais un mythe. Donc, c'est le mythe, on appelle, de la génération spontanée.
Donc, c'est pas ce qui arrive. C'est pour ça que, C'est pas par une exemple... apparition, Non, vraiment pas. Qui vient... Il y a une explication scientifique ex derrière. nihilo, de rien. Non, pas du tout. En fait, un des avantages même du bac brun présentement, comparativement à la poubelle, parce qu'on s'entend que cette matière-là, ça c'est un autre mythe, que cette matière-là n'est pas plus abondante. La matière qui pue, la matière organique qui se décompose, n'est pas plus abondante. Elle est juste répartie ailleurs. Le tri est fait différemment. Donc, toute la matière qui générait les odeurs et les vers blancs se trouvait déjà dans la poubelle. Donc, il ne devrait pas y avoir plus de vers blancs, il ne devrait pas avoir des odeurs plus fortes qu'avant. Donc ça, c'est un autre mythe qu'on pourrait avoir. Mais l'avantage du bac brun par rapport au verre, c'est qu'il y a une barrure, contrairement à la majorité des poubelles dont le couvert est quand même fermé moins serré, moins hermétiquement. Donc, avec la barrure, qui est fermée vraiment hermétiquement, la mouche a beaucoup moins de facilité à rentrer à l'intérieur du bac pour pondre. Donc, le bac brun résout une part des problèmes des vers blancs, du moins les limites, beaucoup plus qu'une poubelle. Donc, techniquement, on devrait avoir moins de vers blancs en utilisant le bac brun que la poubelle. Donc, c'est entre autres certains mythes comme ceux-là. On doit aussi lutter contre des mythes qui ne sont pas totalement des mythes, mais qui sont des grandes généralisations qui viennent en général de certains reportages qui viennent de la télé. Par exemple, il y a eu un reportage montrant un camion rempli de compost qui emmenait le compost dans le site d'enfouissement. Ça a été... Exactement, ça a été un tollé, ça a été un grand scandale. Puis il y a beaucoup de citoyens, des fois, qui ont tendance à me le rappeler en disant que ça ne sert à rien de le faire parce que de toute façon, ça sera enfoui. C'est une immense généralisation sur une exception. Parce que dans la majorité, la très vaste majorité des cas, ça s'en va au site d'enfouissement sur la plateforme pour le compost, la plateforme de compostage. Donc, les amendes sont assez salées pour tous les contrevenants. Ils ont un contrat avec les municipalités et doivent absolument respecter ce contrat. Sinon, les amendes sont extrêmement lourdes et un entrepreneur ne voudrait pas avoir cette amende. Donc, c'est un fait exceptionnel. Il faut le rappeler souvent. Exceptionnel. D'ailleurs, je tiens à mentionner que la semaine dernière, nous avons reçu Mme Autré-Castonguay de EBI pour rétablir justement un des mythes concernant cette fois-ci le recyclage. Donc, pour voir la vidéo, c'est sur notre page Facebook. Donc, juste vous dire le punch à l'avance, là. Non, les camions de recyclage ne vont pas directement, en bon français, à la dompe. Les camions de recyclage vont au centre de tri. En tout cas, dans la Naudière ou dans la MRC d'Autré, on vous assure que vous pouvez mettre vos matières recyclables dans votre bac bleu et qu'ils se rendront à bon port. Oui, pour rebondir sur ce sujet-là, en fait, au centre de tri, on m'a assuré que 85 % de la matière qui y arrivait était recyclée, récupérée. Oui, c'est ça qu'on me disait, 85-90 %. C'est quand même un excellent taux. Le 10 % de rejet, c'était des choses qui ne devaient pas aller dans le bac bleu. Donc, exact. C'est quand même assez impressionnant. Puis sinon, si on va plus du côté des questions fréquemment posées, à part les vers blancs puis les odeurs? Les questions fréquemment posées. Bien sûr, qu'est-ce qui va dans le compost? Qu'est-ce qui va où? Qu'est-ce qui va où? Il y a encore des confusions. Beaucoup de citoyens pensent souvent savoir qu'est-ce qui doit aller, mais à chaque fois qu'on leur en parle, ils sont étonnés. Par exemple, les mouchoirs souillés. Beaucoup de citoyens n'y croient pas, ne le pensent pas. Ils disent c'est souillé, ils n'ont pas ce réflexe-là de le mettre. Pourtant, c'est de la matière organique, ça vient de notre corps. Donc, oui, ça y va, mais on s'entend que les excréments humains, ça vient de notre corps aussi. Ça n'y va pas. On s'entend, pas d'excréments. On vous remercie d'avance. Donc, les questions sur les matières à mettre là-dedans, il y a beaucoup de confusion. Le recyclage aussi. Il y a eu beaucoup de cacophonie informationnelle, beaucoup de différents discours qui peuvent s'opposer, qui font en sorte que les citoyens ne savent plus exactement quoi mettre dans le recyclage. Donc, il faut très souvent revenir sur ce sujet-là pour bien leur expliquer. Donc, en général, c'est des questions quand même assez... qui sont vraiment très circonscrites à la pratique de la collecte du bac brun. C'est ça. Sinon, il y a des questions, des fois, un petit peu plus critiques, là. Par exemple, comment dire?
Les questions, il y a des questions à quoi ça sert, par exemple. Des questions critiques. À quoi ça sert? Et je dirais pas que c'est juste une question critique, hein, parce que, en fait, de bien savoir à quoi ça sert, pourquoi on fait cette pratique-là, ça lui donne du sens, ça donc nous motive peut-être davantage. Donc, les citoyens, très souvent, n'osent pas demander pourquoi on le fait. Ça a l'air d'être comme allant de soi. Mais dans les faits, c'est une très, très bonne question qui revient à certains moments, mais généralement plus chez les gens qui sont sceptiques. Donc, on doit leur expliquer, en fait, les raisons positives de la collecte, mais aussi qu'est-ce qu'on essaie de contrer par le biais de cette collecte. Donc, Maxime, tu me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui te demandent pourquoi on implante la collecte du bac brun et du compostage. Oui. Mais quelle est la réponse à cette question? Pourquoi fait-on ça? Il y a plusieurs raisons que je classerai en 2 catégories. La première, c'est pour éviter certains effets environnementaux nocifs causés par l'enfouissement des matières. Donc, quand on emmène une matière organique dans un centre d'enfouissement, la matière se retrouve dans une situation où elle n'a pas d'oxygène pour se décomposer. Le compost se fait, la décomposition, comme j'en ai parlé, se fait grâce à l'oxygène. Donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation d'enfouissement, la matière se dégrade d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire qu'elle produit des gaz et elle produit un jus. Le gaz, c'est ce qu'on appelle le biogaz, en fait. C'est du méthane. Il y a une partie de ce méthane-là qui est récupérée par certains sites d'enfouissement, comme ici à EBI, il en récupère une partie. Mais il y en a aussi une partie qui monte dans l'atmosphère et c'est un gaz à effet de serre qui, donc, augmente les effets, bien sûr. Donc, le réchauffement planétaire est accru par l'émission de ces gaz à effet de serre, ce méthane-là, le biogaz. Donc, pour éviter qu'il y ait plus de biogaz dans notre atmosphère, mais aussi pour éviter que ce jus qui est créé, qu'on appelle le lexivia, que ce jus ne descende pas jusque dans nos nappes phréatiques et pollue notre eau. Donc, en fait, c'est pour éviter des effets négatifs, d'une part, lexivia, biogaz, et d'autre part, c'est pour valoriser cette matière-là. La valoriser parce que cette matière organique, c'est une matière extrêmement riche, un extraordinaire engrais, un bon amendement pour nos terres. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on veut faire, le projet pilote qu'on est en train de mener, c'est qu'on veut emmener cette matière-là sur les terres de nos agriculteurs. Donc, au lieu d'utiliser des pesticides, des herbicides, donc tous des intrants chimiques, nous, on préfère que cette matière-là, qu'on aurait jetée, qu'on aurait enfouie, qui ne nous aurait pas servi, soit valorisée sur les terres agricoles. Comme ça, on va avoir une agriculture qui va être plus pérenne, plus durable, plus saine pour notre environnement et aussi pour notre santé. Donc, éviter les effets négatifs, mais aussi profiter des effets positifs de cette matière-là, qui est vraiment qui est une richesse collective formidable. Et on essaie de limiter un peu un geste bête de s'en débarrasser en la récupérant et en l'utilisant et la mettant à profit pour nos collectivités. C'est la raison. Ça me semble tout à fait logique. Quand même. Oui. Mais ça, à quoi ça sert? Pourquoi devoir participer à une collecte de matière organique est une question qui revient régulièrement. Mais c'est quand même une question pertinente parce Très que c'est mieux pertinente. une personne qui pose la question puis qui s'informe oui. qu'une personne qui dit non, moi je veux pas le faire puis qui ne pose pas la question pourquoi elle devrait le faire. Tu sais. Donc, absolument, non, je suis bien. En fait, c'est une question que j'adore. Tant mieux. Ben oui, c'est d'essayer d'aller au fond, aux racines des choses. Donc, ça montre que la personne est intéressée aussi à mieux comprendre la situation. Oui, et qu'elle n'est pas prête juste à obéir pour obéir. De toute façon, je dis obéir. Le compost, ici, sachez bien que ce n'est pas obligatoire d'y participer. C'est pas une force de coercition, de répression. Le citoyen est entièrement libre de participer au compost. Il n'y aura pas de patrouilleur comme moi qui va aller voir dans les poubelles, aller voir si vous participez ou quoi que ce soit. Nous, on veut vous aider à le faire si vous le voulez. Si vous ne voulez pas le faire, c'est libre à vous. Bien, merci pour cette mise au point. Et on ne te fera pas attendre trop longtemps. Juste après la pause, on va aller tout de suite parler de ces petites technicalités de qu'est-ce qu'on met dans quel bac et comment bien faire son compost. On revient tout de suite. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, nous sommes de retour avec Maxime Giroux de la Patrouille verte de la MRC. On a parlé un peu tantôt de... les citoyens se posent beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de mythes, qu'est-ce qu'on met dans quel bac? On va aller au fond du sujet. Allons-y. On commence au fond tout de du bac. suite. Au fond du bac. Hey, j'aime beaucoup ça. Donc, chronique au fond du bac. Première chose, qu'est-ce qu'on met dans notre bac bleu? Bien, les matières qui, je vais être évident, qui se récupèrent et se recyclent. Quelles sont les matières qui se récupèrent et se recyclent? Voilà la bonne question. Encore une fois, comme on parlait, il y a plusieurs discours contradictoires, des fois, qu'on entend. On nous parle des chiffres sur les symboles de plastique. Donc, est-ce que c'est un plastique de numéro 2, numéro 3, etc. On nous a complexifié un petit peu le discours. Nous, on a décidé de vous le simplifier. En fait, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Des contenants, des emballages et des imprimés. Les imprimés, c'est aussi simple. Si c'est un imprimé, si c'est un contenant ou si c'est... un emballage. Un emballage, je l'oublie. Emballage, contenant, quand on les dit imprimé. à l'envers, on ne sait plus. C'est qu'on répète ça à satiété, à longueur de journée. Donc, il y a un moment où on est comme dans le jour de la marmotte. Là. Ouais. On ne sait plus exactement qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Ça, c'est oui. Oui. C'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire, oui, un effet pervers du patrouilleur. Mais donc, contenant, emballage, imprimé. Donc, c'est essentiellement ça. On ne se pose pas de questions de ce côté-là. On met ça dans le recyclage. On met même le styromousse dans le recyclage. Formidable. Si on le met. C'est une des questions qui revient souvent. Est-ce que le styromousse y va ou non? Parce que les citoyens ont entendu des discours paradoxaux. On le met. Éco-entreprise Québec, les entreprises, en fait, qui font du styromousse, paient déjà pour que le styromousse soit récupéré. Donc, ce serait un peu ridicule de payer pour le récupérer et payer ensuite pour l'enfouir. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'ils font avec le styromousse rendu au centre de tri? Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus... Ça se corse un peu? Là, c'est un petit peu plus complexe. Mais, là, bon, c'est... on met dans le bac. Ensuite, ceux qui ne veulent pas entendre, on bouche les oreilles. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec notre styromousse qu'on a envoyé au centre de tri? En fait, le styromousse, techniquement, comme j'expliquais, ça se récupère. C'est parfois récupéré, mais pour des questions économiques. En raison d'intérêts économiques, on a moins tendance à solliciter ou à dire aux citoyens qu'ils peuvent le mettre dans le bac. C'est que le styromousse, c'est très, très, très léger. Et remplir les un matières, camion de styromousse, ça revient cher la distance. Exactement. C'est tellement léger que les entreprises font peu de profit avec la vente de cette matière-là. En fait, même si ça leur coûte presque de l'argent de la transporter pour, en fait, les peu de montants qu'ils vont obtenir, en fait, de la vente. Donc, d'une certaine manière, il y a moins d'incitatifs économiques à récupérer cette matière-là, contrairement, par exemple, à l'aluminium. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs discours. On disait de ne pas le mettre, mais en tant que tel, c'est une matière pour laquelle les entreprises qui produisent cette matière ont payé pour que ce soit récupéré parce que c'est récupérable. D'accord. Et les bouteilles de vin aussi, bouteilles de vin on aussi. met ça dans le bac. C'est un contenant. C'est un contenant, donc on ne se pose pas la question. On le met dedans. C'est tout. Exactement. C'est simple que ça. En fait, c'est sûr que c'est un gros travail, celui des trieurs dans les centres de tri. C'est quand même un convoyeur qui roule constamment. Ça peut être assez épuisant. Mais n'empêche qu'ils savent mieux que nous qu'est-ce qui doit aller au recyclage. Donc, si nous, on se pose beaucoup de questions et on met la moitié de la matière qui aurait pu être mise dans le bac, puis le reste, on la jette, bien, on est sûr que la matière ne sera pas recyclée. Elle va être enfouie. Donc, tant qu'à faire, quand on a des questions, il vaut mieux de le mettre dans le recyclage. Le tri sera fait. Par contre, seule exception,
même si c'est en plastique, même si c'est techniquement récupérable et recyclable, on ne met pas les choses qui s'en mêlent. Donc, par exemple, on a des meubles Ikea, puis on a des ganses là, pour tenir ça. On a un fil de plastique, on a des lumières de Noël, on a un ruban magnétique, etc. Si ça s'en mêle, ça risque de s'en mêler dans le convoyeur, de bloquer le centre de tri, de limiter les opérations, de créer beaucoup de problèmes. Donc, si on est capable de faire déjà un tri optimal à la source, au départ, en amont, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très efficace pour les trieurs, en fait, qui nous ont demandé, en fait, de vous dire ça. C'est vraiment ce qui est le plus important pour eux. Vraiment parce que, de toute façon, c'est la première chose qu'ils vont essayer d'enlever. Donc, peu importe si on se dit on va le recycler, ça va être enlevé parce que ça cause vraiment beaucoup trop de troubles. On résume. Conseil numéro 1, contenant, emballage imprimé. Conseil numéro 2, ne mettez pas des choses qui s'en mêlent, comme des tuyaux d'arrosage et compagnie qui pourraient faire bloquer les machines. Voilà. J'ai bien compris? Tout à fait. Puis on pourrait dire, Parfait. même le styromousse. Il y a des matières où on hésitait, on n'hésite pas. Conseil numéro 3, on les met le styromousse. Oui. Voilà, c'est simple. Ça l'est. Maintenant, on va passer au compostage. Oui. Il y a 2 formes de compostage. Oui. On a la collecte des bacs bruns, puis on a le compostage domestique. Oui. Est-ce qu'on peut différencier les deux? Puis ensuite, on va peut-être parler un peu du compostage domestique, comment faire un bon compost. Parfait. Ça vous va? Oui, oui, absolument. Donc, la différence, essentiellement, c'est que la collecte est une collecte de matière organique. Quand on fait la collecte, on n'a pas à composer un bon compost. On met toute la matière organique dans la collecte qui, elle, sera emmenée sur une plateforme de compostage. Et au fond, c'est la municipalité, c'est EBI, c'est donc d'autres personnes que les gens qui participent à la collecte qui vont faire le compost. Donc, on n'est pas responsable du compost à faire. On ne fait pas le compost en tant que tel. On participe à une collecte. On dépose et voilà. Tandis que faire du compost domestique, au contraire, c'est de prendre notre matière organique et de la gérer chez soi et d'essayer par des règles d'équilibre des matières, d'essayer d'avoir un compost qui serait bien riche en minéraux, qui serait très bon, qui serait un bon amendement pour nos plantes. Donc, c'est ça. La différence, c'est que d'un côté, on fait juste déposer la matière et le reste est fait à l'extérieur de chez soi, tandis que quand on fait le compost domestique, ben c'est soi-même, on est responsable, on est le maître et possesseur, en fait, de cette matière. Comment une personne peut réaliser un bon compost? C'est quoi cette recette-là d'équilibre? Bien, pour le simplifier, parce que ça peut être... On parle de plus en plus de vert et de brun. On s'entend, le vert, on parle plus d'une matière qui serait concentrée en azote. Humide. Exactement, humide généralement. C'est frais, c'est généralement un petit peu plus vert. Tandis que le brun, qui est davantage concentré en matière carbonique, donc du carbone, est une matière généralement plus sèche, sec en fait. Donc on peut passer par exemple du foin, du gazon, plus concentré en azote, mais quand ça devient de la paille, lorsque ça devient sec, ça devient brun, bien là, c'est plus concentré en carbone. Donc, les règles pour un bon compost, généralement, l'équation qu'on fait, ça peut varier, des écoles de pensée, mais on essaie d'avoir 2 proportions de brun, donc 2 proportions de carbone, de matière sèche, de matière pour une quantité de verre. Donc, on va dire, on va mettre une couche de gazon, puis on va mettre 2 couches de paille. D'accord. Et on va brasser. Donc, ça, c'est au niveau de l'équilibre des matières. Pour faire, par contre, un bon compost, il faut l'activer. Donc, c'est bien de le brasser quand même assez régulièrement. Ça, il y a souvent des mythes autour de ça. Est-ce qu'il faut brasser ou seulement faire des trous? En fait, on peut laisser le compost agir par lui-même. On n'a pas besoin de le brasser en tant que tel. Si on le brasse, on va activer, en fait, le rythme de décomposition. L'oxygène qui va s'intégrer. C'est ça. Donc, on peut faire des trous. En fait, le but, c'est de l'oxygéner le plus possible pour pas que le compost qui est au fond, qui manque d'oxygène, soit toujours dans cette situation-là. Donc, on essaye de le retourner parce que le compost, la décomposition se fait avec la présence d'oxygène. Donc, c'est très important. Donc, brasser le compost, des fois, mettre un peu d'eau. Des fois, il n'est pas assez humide, donc de l'aider à se décomposer. Donc, il faut l'entretenir. Bien, il faut l'entretenir si on veut avoir le meilleur compost le plus tôt possible.
Mais on peut être très paresseux, laisser la nature travailler, ce qui est extraordinaire, et ça va faire du compost. Puis ça peut faire un très bon compost, mais peut-être en 2 ans et demi, plutôt qu'en 8 mois, 1 an. OK. Donc, c'est plus une question de temps, mais c'est sûr que plus qu'on respecte l'équilibre du vert et du brun, du carbone, de l'azote, meilleur sera notre compost. Si on résume, conseil numéro 1, on peut être paresseux si on ne veut pas s'occuper de notre compost, puis ça va en faire pareil. La paresse est une grande vertu verte. On le rappelle, moins on en fait, plus qu'on est écolo très souvent, d'une certaine manière. Laissons la nature agir par elle-même. Conseil numéro 2, un 2 pour 1, donc 2 fois plus de brun que de vert. Et est-ce que tu aurais un conseil numéro 3 ou on arrête à 2? Brasser le compost. Oui, brasser le compost, activer, laisser entrer l'oxygène, ça serait notre conseil numéro 3. Tout à fait. Merci pour ça. On va passer maintenant aux questions sur l'éco-centre. Oui. C'est un endroit qui est assez méconnu Oui, de la population. oui, absolument. Absolument. Qu'est-ce que l'éco-centre? Qu'est-ce qu'on peut y apporter? L'éco-centre, en fait, c'est un peu la réponse à un problème qu'on peut avoir. Il y a certains des objets qui vont dans aucune des 3 collectes. Par exemple, la peinture, les huiles usées, les produits électroniques, les batteries, les matériaux de construction, les trop grosses branches, les bonbonnes de propane, les pneus. Il y en a. Il y a beaucoup de matière qui ne va pas dans aucun des 3 bacs. Donc, l'éco-centre, c'est la réponse à ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces objets-là? On les emmène à l'éco-centre. Ici, sur notre territoire, dans la MRC, on a 2 éco-centres. Il y en a un ici à Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Thomas. C'est que c'est tellement grand, c'est ça, exactement. C'est à la frontière des 2 municipalités. Donc là, on peut y aller. Et aussi à Ville-Saint-Gabriel, donc Frédéric Morin, si je ne me trompe pas. Donc, il y a donc 2 éco-centres qui sont accessibles pour les citoyens gratuitement avec une preuve d'adresse. Au préalable, c'est bien de déjà avoir fait le tri de la matière, ou en tout cas, il faut la faire sur place parce que des fois, il peut y avoir des frais, en fait. Mais sinon, c'est gratuit, on fait le tri, on emmène ça à l'éco-centre et on peut se débarrasser de certains des objets qui sont, en fait, ce qu'on appelle des RDD, des résidus domestiques dangereux. Ou des encombrants. Ou des encombrants, exactement, oui, tout à fait. Donc, dis-moi, Maxime, est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut apporter à l'éco-centre en tant que tonnage ou par rapport aux véhicules qu'on peut utiliser pour aller à l'éco-centre? Oui, il y a certaines limites qui sont mises. On peut en emmener davantage. Je vais parler de la limite, mais on peut en emmener davantage, mais on sera chargé. Donc, pour avoir accès gratuitement à l'éco-centre, on a, en termes de... J'ai les chiffres ici parce qu'il y a beaucoup d'unités métriques, en fait, là, pour que vous compreniez bien. C'est 2 verges cubes qui sont acceptés ou 1,5 mètre cube de matière, ou pour vous donner peut-être une indication au niveau de la taille de la remorque qui serait acceptée, c'est du 4 par 8 par 2. On parle évidemment en pied, là. Bien sûr, pas en pouces. Donc, c'est ce qui est accepté, les véhicules qui sont acceptés, les voitures normales. C'est simplement, en fait, les camions d'entreprise qui ne sont pas acceptés parce que c'est des réalités autres, des frais autres également. C'est pas la même chose. Ce ne sont pas, en tant que tels, là, les citoyens, mais des citoyens corporatifs. Donc, c'est différent. D'accord. Donc, voilà. C'est pour le tonnage, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, maintenant, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qu'on peut amener au dépôt permanent de RDD, donc Oui. résidus domestiques dangereux? Ça, il y en a dans chaque municipalité, n'est-ce pas? Oui. Oui, toutes les municipalités, à des exceptions. Après, je ne vais pas tomber dans les exceptions, mais sur notre territoire, dans nos 15 municipalités, la très grande majorité ont un centre de dépôt. Sinon, il y en a un très près dans une municipalité voisine. En fait, on va dire que le centre de dépôt, c'est un peu un éco-centre beaucoup moins permissif. L'éco-centre permet, en fait, accepte une très grande majorité d'objets que j'ai nommés. Tandis que les centres de dépôt sont plus spécifiques. Par exemple, on peut emmener surtout la peinture, l'huile, les matériaux, les appareils électroniques, les batteries et les huiles usées en général. Donc, tout ce qui est bonbonnes de propane, matériaux de construction, branches,
pneus. On garde ça pour l'éco-centre. Pour l'éco-centre. Donc, si on a un déchet dont on veut se débarrasser, qui ne va pas dans aucune des 3 collectes, si on ne veut pas prendre de chance, on l'emmène à l'éco-centre. Mais généralement, l'éco-centre est un petit peu plus loin de la maison. Donc, on regarde si on a les produits que j'ai nommés. On va au centre de dépôt, qui est généralement situé à côté de la mairie, bureau municipal, hôtel de ville. Généralement, c'est là que sont situés, à peu près sur tout le territoire aussi, les centres de dépôt. Donc, c'est ce qu'on emmène. OK. C'est ça. Puis, j'imagine que des fois, il doit y avoir quelques exceptions selon la municipalité de ce qu'on accepte ou pas. Donc, où est-ce qu'on peut s'informer de spécifiquement qu'est-ce que la municipalité accepte dans son dépôt? En fait, moi, je conseillerais d'appeler directement les garages municipaux, d'appeler les hôtels de ville pour... Acceptez-vous telle matière? Exactement, exactement. De toute façon, encore là, c'est un outil très important. Un comme calendrier qui est disponible sur Internet ou au bureau municipal. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on trouve pas mal toutes les adresses et les numéros de téléphone qui nous intéresseraient. Donc, si, ici, on a par municipalité la liste des centres de dépôt, et donc on a simplement à regarder, voir l'heure d'ouverture et d'appeler au numéro qui correspond. Parfait. Donc, c'est le meilleur truc que je pourrais vous donner pour ça. Merci beaucoup. Maintenant, il reste une certaine quantité de matière dont on n'a pas discuté. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux organismes de bienfaisance, comme En Toute Amitié ici à Berthierville ou autres organismes? Bien, essentiellement, des objets auxquels on a envie de donner une seconde vie et de faire en quelque sorte une pierre deux coups. Donc, de se débarrasser d'un objet qu'on ne veut plus, mais aussi de faire plaisir, l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc, essentiellement, on parle des vêtements, on parle des meubles, des jouets, des livres. Essentiellement, même des fois, les vêtements, même les vêtements qui sont souillés, qui sont déchirés, que personne ne voudrait pas porter, en fait, on les emmène quand même, on les met dans un sac, on met recyclage, et ce qu'ils vont en faire, c'est des chiffons. Et ils vont pouvoir donc avoir un petit peu d'argent pour subventionner certaines activités, comme une soupe populaire ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qu'on emmène, vêtements, jouets, livres, meubles. Il y a même certains organismes qui vont chercher à la maison vos meubles si vous voulez vous en débarrasser, vous ne voulez pas faire l'effort ou vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de camion ou de remorque pour pouvoir l'emmener. Il y a certains organismes qui offrent le service d'aller chercher vos meubles à la maison. C'est pratique. Absolument. Donc, des fois, il y a des gens qui se débarrassent des meubles parce que c'est plus simple de les laisser à la rue. Bien, c'est à peu près la même chose de les sortir et de les donner à un organisme communautaire qui viendrait les chercher à la maison. Et on ajoute du bonheur et de la reconnaissance de ceux qui vont avoir accès à cette ressource. Tout à fait. Maintenant qu'on a fait pas mal le tour de comment valoriser nos matières, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il faut jeter? Plus grand-chose, hein? Oui, c'est ça. Là, on parle de la poubelle noire. Oui, qu'est-ce qui devrait se retrouver là-dedans? Dans la poubelle noire, en fait, il va y avoir surtout les produits d'hygiène. Produits d'hygiène, bien sûr. Il va y avoir tout ce qui s'en mêle. Oui, tout ce qui s'en mêle. Tout ce qui s'en mêle, bien sûr. Si ça ne va plus dans le recyclage, ça doit aller ailleurs. Donc, tout ce qui s'en mêle. On va mettre des ampoules. Sauf si elles sont fluocompactes. En fait, les ampoules normales vont à la poubelle. Ça va à la poubelle, ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr, les couches. Les couches, à moins juste peut-être en parler. Petite pub. Oui, petite pub. La MRC vous offre une subvention pour les couches lavables si ça vous intéresse. On devrait faire une émission là-dessus bientôt. Donc, c'est vrai? Oui. Okay. On va nécessairement en parler, mais oui, à suivre. Et c'est une bonne façon d'économiser des sous et d'économiser pour la planète aussi. Clairement, clairement. Donc, les couches, bien sûr. Donc, en fait, il n'y a plus grands éléments qui vont dans la poubelle. On évolue, hein? On évolue, puis on est en train de changer un peu les priorités au niveau des collectes. Donc, la poubelle va devenir moins importante parce qu'on la fait maigrir, parce qu'on transfère, on l'a calculé, au moins à peu près 50 % de la matière de la poubelle au bac brun. Oh my. Donc, il y a déjà moitié moins de contenu dans la poubelle maintenant qu'on utilise le bac brun.
Puis on Donc, espace un petit peu plus les collègues selon certaines municipalités. Tout à fait. Ça, je peux en parler. Oui, Ben tout à fait. on peut en discuter. Donc, présentement, la majorité des citoyens, en fait, tous les citoyens ici sur le territoire, ont accès à la collecte à chaque semaine. Pour la poubelle noire. Pour la poubelle noire et pour le compost. Et le Donc, compost. c'est hebdomadaire. À la mi-octobre, il va y avoir un petit changement. On tombe à chaque 2 semaines pour la poubelle noire et le compost brun. Par contre, le gros changement, et là, c'est le temps de faire un petit peu l'essai du bac brun parce que c'est là qu'on risque d'avoir un petit problème si on ne l'utilise pas, bien que ça ne soit pas obligatoire. C'est quand même incité. La collecte du bac brun va repasser à chaque semaine à partir de l'été prochain, mais pas la poubelle. La poubelle va tomber à chaque 2 semaines. On s'entend, les problèmes d'odeur, les problèmes de verre, ne se trouveront plus dans la poubelle. C'est pourquoi on a moins besoin, bien sûr, de la ramasser. Donc, on transfère vers le bac brun qui va être, lui, ramassé plus régulièrement parce que ça va être la matière qui va créer des légers désagréments. Donc, c'est ce bac-là qu'on va ramasser beaucoup plus régulièrement, tandis que la poubelle va tomber à chaque 2 semaines. D'accord. Puisque, comme vous avez vu, il n'y a plus grand-chose qui va dans la poubelle. Exactement. C'est ça. Et oui, voilà. Oui. Parfait. Et juste avant de terminer ce bloc de questions, dans mon questionnaire de la patrouille verte que j'ai eu la chance de consulter, vous parlez d'herbicyclage et de feuillicyclage. Oui. Est-ce qu'on peut démystifier un peu la chose? Absolument. 2 des grandes matières organiques que nous avons, que les citoyens ont sur leur terrain, sont bien sûr les feuilles et le gazon. Beaucoup de municipalités ont opté pour des bacs assez petits, des 80 litres, entre autres pour inciter les citoyens à conserver cette matière-là sur leur terrain. Donc, qu'est-ce que l'herbicyclage? C'est assez simple, c'est une méthode très écologique, très efficace et paresseuse, qui consiste en fait à couper le gazon et à le laisser au sol. On le laisse au sol, c'est une matière organique qui, en à peu près 2 jours, va se décomposer. C'est un engrais qui va donc nourrir votre plante. Ça va vous faire un certain paillis, une certaine protection. Il y a plusieurs avantages. Par exemple, ça va conserver l'humidité à la pelouse pendant les temps de sécheresse. Et en général, le gazon va être beaucoup plus vert, beaucoup plus sain. Si on le ramasse. Exactement. Et aussi, combien de minutes on va sauver. On a sauvé. Encore une fois, quand je disais la paresse, c'est une vertu verte. Oui. Dans ce cas-ci, on laisse faire la nature. Elle va se régénérer par elle-même en se décomposant. Et le feuillicyclage étant la même chose pour les feuilles. Exactement. Par contre, ici, il y a une petite intervention humaine supplémentaire. On s'entend que ce qu'il y a de plus long, vraiment, c'est de ramasser les feuilles, les ensaquer, mettre ça au chemin. Des fois, on a 30 sacs. C'est quand même une longue opération. Nous, ce qu'on conseille aux citoyens, c'est de passer la tondeuse sur les feuilles une fois, 2 fois, même 3 fois si on veut les déchiqueter davantage. En les déchiquetant, on accélère déjà le processus de décomposition et on a une extraordinaire matière pendant tout l'hiver qui va se décomposer, qui va protéger, qui va vraiment faire un couvert végétal, un paillis, qui va protéger les racines de votre gazon, donc ce qui est un bénéfice pour le citoyen, et qui va épargner du temps, et qui va se décomposer pendant l'hiver. Au printemps, il devrait plus y avoir de traces de feuilles. En fait, ces feuilles-là vont avoir nourri, vont avoir engraissé le sol de leur humus. Donc, c'est quasiment émouvant. C'est poétique, non, mais c'est... C'est beau, la nature. Le feuillicyclage, au fond, c'est un peu inspiré des processus naturels qu'on voit dans les forêts. Quand on va dans une forêt à l'automne, il y a des personne citoyens... qui ramasse les feuilles. Ben non, vraiment pas. Il y a beaucoup de citoyens qui nous disent c'est impossible parce qu'on a 3 arbres, 4 arbres. Mais quand on va dans une forêt où il y a une multitude d'arbres, on voit bien qu'à l'automne, il y a un tapis de feuilles assez important qui a disparu quand on va marcher en forêt au printemps. Et les forêts, étant les milieux les plus fertiles, c'est exactement la même chose qu'on essaie de recréer. Recréer le processus naturel. Les feuilles tombent, se décomposent, nourrissent le sol et le cycle de la vie continue. Oui, c'est poétique, c'est très beau. C'est vraiment beau. Oui. Sur ce poème, nous allons aller à une courte pause et après la pause, on fait un petit quiz. Ça va où? Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, nous sommes de retour à notre émission avec Maxime Giroux de la Patrouille verte de la MRC. On y va avec notre quiz « Ça va où? » Donc, je te pose la question, je te propose une matière, puis on résume, dans le fond, dans quel bac ou à quel endroit on doit aller le porter. Ça te va? Absolument. Je Parfait. suis prêt. On commence avec les couches. Les couches. On en a parlé tantôt, donc ça va dans les poubelles, à moins, bien sûr, qu'elles soient lavables, mais là, on parle des couches jetables. Donc, elles se jettent aux poubelles. Parfait. N'oubliez pas, subvention de la MRC pour les couches lavables. Un tuyau d'arrosage. Tuyau d'arrosage, il faut regarder la matière, il faut regarder ce que c'est. Ça peut aller aux poubelles, bien sûr, parce que ça s'en mêle. Donc, on va dire, si c'était uniquement un tuyau de plastique, ce qui n'est pas souvent le cas, mais ça s'en mêlerait, donc on ne pourrait pas le mettre non plus au recyclage. Donc, un tuyau, je dirais, la poubelle ou l'emmener à l'éco-centre. On prend une chance. L'éco-centre, l'endroit le plus permissif, si on a une question, si on a un problème, si on ne sait pas où le mettre, l'éco-centre. Et de toute façon, si on va à l'éco-centre de Saint-Thomas, ben, on est à côté du site d'enfouissement. Fait qu'à la limite, ils vont s'occuper d'en disposer. Une toile solaire pour la piscine. Toile solaire pour la piscine, éco-centre. Éco-centre, c'est une ressource trop spacieuse qui prend trop d'espace et les matériaux se recyclent très mal, difficilement. Donc, éco-centre. Éco-centre. Un seau qui est percé, un seau en plastique. En plastique, un seau. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un seau est un contenant? Je suppose. C'est un contenant en plastique, donc je dirais recyclage. D'accord. Des essuie-tout. Des essuie-tout, en fait, tout dépendant. Si l'essuie-tout est, disons, vierge, bon, on se demanderait pourquoi on l'aurait utilisé. Là. Bon, c'est certain. Mais si c'est que le papier, on peut le mettre au recyclage. S'il est souillé, on va dire d'un corps organique, de la graisse d'un animal, par exemple, on a essuyé notre poêle avec un steak dedans, c'est de la matière organique, on met ça au compost. Si on met du Windex, un produit chimique, et on essuie, on met ça à la poubelle. Donc, là, encore une fois, on s'adapte. Il y a certaines nuances. Il y a certaines nuances, mais un essuie-tout, c'est du papier, donc ça vient de la terre. Le compost, c'est ça la logique généralement que j'essaie d'appliquer. Si ça vient de la terre, ça peut retourner à la terre. Ça me semble avoir beaucoup de sens, tout ça. Ça a du sens un peu, hein, quand même. Si on a des gants pour le jardinage qui sont troués, on fait quoi? De textile? Oui. Textile... On pourrait peut-être l'envoyer pour les guenilles. Moi, c'est ce que je ferais, en fait, parce que très souvent, on ne réalise pas à quel point c'est petit, on se dit, bon, ça vaut pas la peine. On se fait un sac, on met ça dans le sac, et quand on va à l'organisme communautaire, on l'emmène à l'organisme communautaire qui va sûrement le transformer en chiffon. Donc, il va avoir un certain profit par rapport à ça. Donc, centre communautaire. D'accord. Des souliers qui sont plus utilisables. Plus utilisables? Ben, des souliers... Oh! Par exemple, si il est complètement... Il est scrappé, là. Il y a des trous dedans, puis... J'aurais aimé dire centre communautaire, organisme communautaire, mais là, ils sont usés, donc on ne sera pas maso. Je dirais les poubelles. C'est problématique, hein? Je dirais les poubelles, parce que ça ne sera pas récupéré, ce textile-là ne sera pas récupéré, parce que ça demande déjà de faire un travail, de le défaire de cette manière-là. C'est pas ce qu'ils vont faire dans les centres de tri. Et bien sûr, ça ne se composte pas. Et ce n'est pas un RDD, hein, c'est pas un résidu domestique dangereux, on s'entend. Donc, poubelle. C'est malheureux. Mais je sais qu'il y a petit espoir à Sherbrooke, il y a des endroits où ils prennent les souliers. Je ne sais pas ce qu'ils font avec, par exemple, mais ça, c'est un mystère, mais en tout cas. À petit peut-être, oui, c'est ça. Peut-être qu'il va y avoir des débouchés un jour. Un filtre à café. Ah, ça, un filtre à café. Filtre à café, c'est dans le compost. Le café est un excellent engrais.
Ah ouais. Excellent engrais. En fait, même les citoyens peuvent l'utiliser directement dans leur jardin. Wow. Directement au bas des plantes. Ils peuvent mettre directement le café. Et aussi le marc de café, bien sûr. C'est le filtre, le marc, bien sûr. Donc le filtre aussi peut aller au compost. Ça, c'est certain. Pas dans le jardin. Bien que oui, ce serait juste peut-être un peu moins esthétique. Ouais. Mais sinon, oui, le café, ils peuvent l'utiliser dans leur jardin. C'est un excellent engrais. Ou sinon, nous le donner et on va le composter pour eux. Parfait. Une boîte de pizza souillée. Souillé, souvent, on nous disait de ne pas le mettre au recyclage. Dès que c'était souillé, c'est possible de le mettre au recyclage. Mais nous, on incite les citoyens à mettre ça dans le bac brun. Parce que s'il y a un peu de matière organique, c'est du carton, donc ça vient de la terre. C'est un arbre, donc ça va dans le compost. Parfait. Une ampoule, on a abordé un peu tantôt. Donc, Oui. si c'est fluo-compact, on amène ça à l'éco-centre? Au centre de dépôt ou à l'éco-centre, parce que c'est plus permissif, mais il y a des bacs dans les centres de dépôt pour les ampoules Puis fluo-compact. une traditionnelle, on met ça à la poubelle. Malheureusement, oui. D'accord. Pellicule plastique. Pellicule plastique, ça s'en va au Au recyclage. recyclage. Un T-shirt taché d'eau de Javel. T-shirt taché d'eau de Javel, peut-être que ça sera à la mode dans les organismes communautaires. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas, esthétiquement, peut-être ça va charmer, mais ça devrait être utilisé essentiellement comme chiffon. Alors, on l'emmène dans un organisme communautaire qui va le transformer. Voilà. Un styromousse, on en a parlé tantôt. Recyclage. À vous de répondre. Des clous rouillés. Clous rouillés. Tout ce qui est matériaux de construction s'en vont dans les éco-centres. D'accord. Des coussins déchirés. Un coussin déchiré. Embêtant. À quel point? À quel point est-il déchiré? Est-ce que ça se... Ben, si ça se recoue, on va le ça se recoue- recoudre. Si ça se recoue, on l'emmène à l'organisme communautaire. Et je dirais qu'on l'emmène à l'organisme communautaire parce que, de toute façon, c'est du textile. Ils vont pouvoir le réutiliser. Donc oui, on emmène ça à un organisme communautaire. OK. Des papiers mouchoirs. Les papiers mouchoirs souillés, par exemple, on met ça dans le compost. Et ça, c'est Ouais. une des matières les plus abondantes. Oui, on se mouche beaucoup. On se mouche Certaines beaucoup. périodes de l'année plus que d'autres, mais c'est vraiment une masse de matière organique assez abondante et ça fait du bien de transférer ça de la poubelle au bac Oui. brun. On met ça dans le bac brun, absolument. Je me permets de faire un petit peu de publicité. On a une émission qui a été filmée sur le zéro déchet qui devrait Oui. paraître prochainement. Donc, on parle justement d'avoir des mouchoirs en tissu comme... être écologique, dans le fond, c'est un peu comme revenir en Ah oui. arrière. Hein. Tellement. Donc, on va en discuter un peu. Si vous voulez réduire un peu la masse de ce que vous compostez ou de ce que vous jetez, ça va être... Il y a plein de bonnes astuces qui vont être données dans cette émission. Donc, on vous invite à la regarder prochainement. Si on a une crazy carpet qui est fendue, qui est plus utilisable, là. Inutilisable, donc on ne va pas lui donner une seconde vie. Non. C'est quand même un déchet assez volumineux. Ce n'est pas un emballage, Non. ce n'est pas un imprimé, ce n'est pas un contenant. Donc, éco-centre. Éco-centre. Un bâton de hockey brisé. Oh, Il peut être en bois, il peut être oui, en c'est fibre. ça, c'est que C'est mêlant, hein? ça existe encore des bâtons de hockey en bois? Ben oui, ça existe. Oui? Ben oui. OK, ça fait les- vraiment longtemps que... C'est- si c'est tourne un peu. on va dire en bois, il est vraiment brisé. La On peut pas- palette, il est pété, là. D'accord. Si on avait une déchiqueteuse, Paillis. on va faire du paillis, c'est du bois. Si c'est pas du bois, c'est quelque chose d'autre. Moi, j'emmènerais ça à l'éco-centre. Je l'emmènerais à L'éco-centre, l'éco-centre. finalement, chers auditeurs, c'est vraiment une bonne porte de sortie. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est sûr que aussi, on parle d'objets plus atypés. Et c'est plus... C'est pour ça que je pose une question. Voilà, c'est pour ça que la réponse éco-centre va revenir quand même pas mal plus souvent. Ça, c'est certain. Bouteille de vin, on l'a dit tantôt, on met ça au recyclage, c'est un contenant. Oui, absolument. Une coupe de vin. Coupe de vin qui Par serait exemple, si elle était brisée, par brisée. exemple, ça va aux poubelles. D'accord. Une table de chevet.
Table de chevet, il y a sûrement quelqu'un dans ce monde qui pourrait en bénéficier. Alors, on lui en fait profiter en emmenant la table dans un organisme communautaire. Ou peut-être l'organisme communautaire viendrait-il le chercher chez le nous. chercher, bien sûr. Un pic à brochette ou un bâton de popsicle en bois? Est-ce qu'on peut le mettre au compost? Ah, tout à fait. Ouais? Tout à fait. Tout à fait. Absolument, on peut le mettre au compost. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Non, c'est merveilleux, effectivement. Je suis bien Et d'accord. on termine avec un tube de dentifrice. Évidemment, on essaie d'éviter d'en acheter parce que c'est vraiment la pire matière qu'on ne peut pas avoir. Donc, on peut l'acheter en vrac. Vous allez voir ça dans notre émission. Okay. Les quoi? Les K-Cups. Les cups d'usage individuel unique pour le café. Les K-Cups. Ah oui, Nespresso, etc. Ouais. Ça fait partie de la même catégorie. Oui, c'est dans la même catégorie des matières un peu bâtards, si je peux me permettre l'expression. Donc, on fait quoi avec ça? Aux poubelles. Pas le choix. Produits d'hygiène, on l'avait dit. Produits d'hygiène, exactement. Mais écoute, Maxime, je te remercie beaucoup. Ça a vraiment été éclairant comme rencontre. Donc, j'espère que les citoyens vont regarder en masse cette vidéo. Comme ça, ça va faire moins de visites à faire pour la patrouille verte de la MRC. Ou ils vont peut-être être capables de dire avant moi ce que j'allais justement leur dire en les visitant. Tout à fait. Donc, je te remercie beaucoup. Merci d'être venu en studio. Puis, Ça me fait plaisir. on se revoit bientôt pour une prochaine émission.